Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous avez votre ceinture attachée parce qu'aujourd'hui on ne va pas simplement parler d'une voiture. On va parler d'un séisme. Vous avez sûrement vu passer les images, les chiffres fous, les 1300 chevaux. Tout le monde en parle, les réseaux sociaux s'enflamment. Mais si je vous disais que le plus impressionnant sur cette voiture, ce n'est pas sa vitesse. Si je vous disais qu'on est tous passés à côté du vrai secret de la Yang Wang U7, aujourd'hui on va aller bien au-delà de la fiche technique, on va gratter le vernis pour comprendre pourquoi très concrètement à Stuttgart et à Munich, les ingénieurs de chez Porsche et Mercedes font des nuits blanches. Installez-vous confortablement, on décortique la Yang Wang U7 comme vous ne l'avez jamais vue. Commençons par ce qui saute aux yeux, mais que personne n'analyse vraiment, le design. On a l'habitude de dire que les voitures chinoises manquent d'âme, qu'elles sont dessinées par des algorithmes ou copiées sans vergogne. Mais regardez-la bien, regardez cette ligne de toit fuyante, ces flancs sculptés qui jouent avec la lumière, ça ne vous rappelle rien? Une certaine sensualité latine, c'est normal. Ce n'est pas un hasard. L'homme qui a tenu le crayon pour cette U7, ce n'est pas n'importe qui, c'est Wolfgang Egger. Pour ceux qui ne remettent pas le nom, Wolfgang Egger, c'est le génie qui a dessiné l'Alfa Romeo 8C Competizione, souvent citée comme l'une des plus belles voitures du monde. Il a dirigé le design chez Audi. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une voiture avec un cerveau chinois, ultra connecté, mais avec un cœur esthétique purement européen. C'est ce mélange explosif qui la rend si dangereuse, elle ne joue plus sur le terrain du kitsch, elle joue sur le terrain de l'émotion. Avec son coefficient de traînée de 0,195, elle est plus aérodynamique qu'une balle de fusil, littéralement. C'est un record mondial pour une voiture de série. Mais l'esthétique, c'est subjectif. Passons à la physique, car là, c'est indiscutable. On nous a vendu les 1300 chevaux, le 0 à 100 en 2,9 secondes. C'est impressionnant, certes, mais entre nous, sur le périph' parisien ou une départementale dans le Luberon, à quoi ça sert? Le vrai tour de force, le détail qui change tout au quotidien, il est ailleurs. Cette voiture est un monstre. Elle fait plus de 5,20 mètres de long. C'est la taille d'une Mercedes classe S limousine. Normalement, avec un gabarit pareil, faire un créneau dans Paris ou naviguer dans un parking souterrain à Lyon, c'est un calvaire. Il faut manœuvrer 3 fois. Et c'est là que la U7 sort sa carte maîtresse, celle dont on ne parle pas assez, son rayon de braquage. Grâce à ses roues arrière directrices et à sa gestion vectorielle du couple, elle a un rayon de braquage de 4,85 mètres. Vous réalisez, c'est le rayon de braquage d'une citadine. Elle braque plus court qu'une petite compacte. Vous conduisez un paquebot de luxe, mais elle se faufile comme une Twingo. C'est ça, la vraie technologie utile. Ce n'est pas juste de la puissance brute, c'est de l'agilité mathématique. Le système E4, avec un moteur par roue, ne sert pas juste à aller vite en ligne droite. Il permet à la voiture de faire pivoter son nez à l'intérieur du virage en accélérant les roues extérieures et en freinant les roues intérieures. Ce n'est pas de la conduite, c'est de la géométrie dynamique. Et puisqu'on parle de dynamique, il faut qu'on s'arrête un instant sur ce qui est, à mon sens, la pièce maîtresse de cette ingénierie, la suspension DISUS-Z. Oubliez tout ce que vous connaissez, les suspensions pneumatiques de votre Range Rover ou les amortisseurs hydrauliques de votre berline allemande, c'est de l'histoire ancienne. Ici, on a remplacé l'hydraulique, qui est lente, qui met du temps à réagir, par des moteurs électriques linéaires. Pourquoi c'est révolutionnaire ? Parce que l'hydraulique a un temps de latence, le temps que l'huile circule, le choc est déjà passé. Avec le DISUS-Z, la réaction se fait en 10 millisecondes. C'est instantané, la voiture lit la route avec ses lidars et ses caméras, elle voit le nid de poule arriver et elle rétracte la roue avant même de le toucher. C'est littéralement un tapis volant. Mais il y a plus fou encore. Cette suspension ne fait pas que consommer de l'énergie pour vous isoler du monde. Elle en produit. Oui, vous avez bien entendu. Les mouvements verticaux de la suspension, quand vous roulez sur une route bosselée, génèrent de l'électricité qui est renvoyée dans la batterie. C'est de la récupération d'énergie cinétique verticale. C'est du génie.
Transformer l'inconfort de la route en kilomètres d'autonomie, c'est une philosophie totalement nouvelle. C'est là qu'on voit que BYD ne cherche pas juste à copier, il cherche à dépasser. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, la batterie. Et là, j'ai des informations cruciales à vous donner car il y a souvent un malentendu. La U7 utilise une batterie LFP, lithium fer phosphate. Les puristes diront « mais le LFP, c'est lourd, c'est moins dense que le NCM utilisé par Tesla ou Porsche ». C'est vrai. La batterie pèse un âne mort, mais c'est un choix stratégique majeur. La batterie Blade de BYD est quasi indestructible. Vous pouvez la percer, la plier, elle ne prend pas feu. C'est la sécurité avant la performance pure. Et pourtant, la performance est là. On parle d'une capacité de 135,5 kWh. Pour vous donner un ordre d'idée, une Tesla Model S Plaid, c'est environ 100 kWh. On a donc un réservoir énorme qui permet d'annoncer 720 km d'autonomie en cycle CLTC. Alors, attention, le cycle chinois est optimiste. En conditions réelles, chez nous, sur autoroute à 130 km/h, on sera probablement autour des 550 ou 600 km réels, ce qui reste excellent. Mais attendez, car il y a une nouveauté qui arrive et qui va faire très mal. Des documents d'homologation récents montrent qu'une version avec une batterie titanesque de 150 kWh est dans les tuyaux. Là, on parle de franchir la barre psychologique des 1000 km d'autonomie théorique. C'est la fin de l'angoisse de la panne. Et si jamais vous devez charger, BYD a gardé son astuce signature, un peu gadget mais tellement efficace, le Dual Gun Charging. Vous pouvez brancher 2 superchargeurs en même temps sur la voiture. Imaginez la tête des gens à la station de recharge sur l'autoroute du soleil quand vous débarquez et que vous monopolisez 2 bornes pour envoyer 500 kW de puissance dans la batterie. En 10 minutes, vous récupérez de quoi traverser la moitié de la France. C'est brutal, c'est efficace. Cependant, je sais que parmi vous, il y a des irréductibles. Ceux qui disent « l'électrique, c'est bien gentil, mais moi je fais Paris-Nice d'une traite, je ne veux pas m'arrêter ». Et c'est là que la Yangwang U7 sort son joker, l'info que beaucoup ont zappé. Cette voiture existe aussi en version PHEV, en hybride rechargeable. Et attention, ce n'est pas l'hybride de papa avec 50 km d'autonomie, on parle d'une batterie de 52,4 kWh. Juste pour que vous réalisiez, la batterie de l'hybride est plus grosse que la batterie d'une Renault Mégane électrique. C'est démentiel. Associé à un moteur thermique qui sert de générateur, vous avez une autonomie cumulée qui dépasse les 1000 km réels tout en gardant une puissance démoniaque. C'est le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est la voiture de GoFast ultime pour traverser l'Europe sans jamais s'arrêter. Maintenant, montons à bord. Parce que la technologie c'est bien, mais à ce niveau de prix, on veut du luxe, on veut se sentir spécial. L'intérieur de la U7, c'est la réponse de la Chine à l'hégémonie allemande. Fini les plastiques durs et les assemblages approximatifs. On est sur du cuir nappa à pleine fleur, du vrai bois, de l'aluminium brossé. L'assemblage est millimétrique. Ils ont compris que pour battre Mercedes, il ne faut pas faire aussi bien, il faut faire mieux. Le tableau de bord est une symphonie d'écrans, 3 dalles gigantesques. Mais le détail qui tue, c'est l'écran central. Il est incurvé, OLED d'une définition à couper le souffle. Et pour le conducteur, l'affichage tête haute en réalité augmentée projette les infos sur la route comme dans un jeu vidéo. Vous ne regardez plus le GPS, vous suivez les flèches beige bleues qui flottent sur le bitume devant vous. À l'arrière, c'est la première classe. Si vous prenez la version 4 places, vous avez une console centrale qui traverse tout l'habitacle avec écran tactile pour gérer la clim, les massages et même un frigo intégré capable de garder le champagne au frais. C'est une limousine de chauffeur pensée pour le patron qui veut bosser ou dormir pendant que le pilote automatique de niveau 2 plus gère les embouteillages grâce aux 3 lidars intégrés dans le toit. D'ailleurs, parlons-en de ces lidars. Vous avez vu les cornes sur le toit ? Certains trouvent ça moche.
Moi, je trouve que ça assume son côté cyberpunk, c'est le système God's Eye, l'œil de Dieu. La voiture voit tout à 360 degrés, de jour comme de nuit, même dans le brouillard. La puissance de calcul embarquée avec les puces Nvidia Orinix est supérieure à celle de la plupart des serveurs informatiques actuels. Elle est prête pour le futur, prête pour le moment où la législation nous laissera lâcher le volant pour de bon. Alors, on arrive à la question qui fâche, le prix. Combien coûte ce bijou de technologie en Chine ? Elle démarre aux alentours de 82 000 euros. Laissez ce chiffre infuser une seconde. 82 000 euros. Pour ce prix-là, en France, vous avez quoi ? Une Mercedes classe E bien équipée mais avec un 4 cylindres diesel, une Tesla Model S de base sans option. Ici, pour le prix d'une berline premium standard, vous avez une hypercar déguisée en limousine avec 1300 chevaux, une suspension magnétique et une finition haute couture. Bien sûr, ne soyons pas naïfs. Si elle arrive en France en 2026, avec les taxes d'importation, la TVA et les nouvelles barrières douanières de l'Europe, le prix va gonfler. On peut s'attendre à un tarif autour des 130 000, peut-être 140 000 euros. Mais même à ce prix-là, regardez la concurrence. Une Porsche Taycan Turbo GT dépasse les 250 000 euros. Une Panamera hybride bien optionnée frôle les 200 000. L'écart est abyssal, c'est humiliant pour l'industrie traditionnelle. La Yangwang U7 n'est pas juste une nouvelle voiture. C'est un avertissement, c'est le moment iPhone de l'automobile de luxe. Pendant des décennies, on a cru que l'héritage, le blason, l'histoire suffisaient à protéger nos marques. On pensait que personne ne pourrait égaler le confort d'une Mercedes ou la sportivité d'une Porsche. BYD vient de prouver le contraire. Ils ont rattrapé 100 ans de retard en 10 ans. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter ? Si vous cherchez la sportivité pure, la légèreté d'une Lotus, passez votre chemin. C'est une voiture lourde, c'est un salon roulant, pas une pistarde malgré ses chevaux. Mais si vous cherchez le summum de la technologie actuelle, le confort absolu et l'objet le plus futuriste qu'on puisse mettre sur la route aujourd'hui, la réponse est oui. L'Europe va devoir se réveiller et vite, parce que la U7 n'est que l'éclaireur. Derrière, il y a toute une armada qui arrive. Et si la qualité suit comme c'est le cas ici, le paysage automobile de 2030 ne ressemblera en rien à ce qu'on a connu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, le blason Mercedes ou Porsche justifie encore de payer 2 fois le prix ? Ou est-ce que vous seriez prêt à franchir le pas pour cette débauche de technologie chinoise ? Le débat est ouvert et je sens qu'il va être houleux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochains essais. On a du très lourd qui arrive. D'ici là, bonne route à tous et gardez les yeux ouverts. Le futur arrive plus vite qu'on ne le croit. Ciao !